Alors, je me présente moi, je suis Dominique Bonino. Je suis le papa d'une jeune femme qui est décédée, ma fille aînée, Karine, 46 ans, il y a 4 ans maintenant, à la suite de ces 3 doses de Moderna. Et donc, du coup, j'ai créé la carte de France VIAC-19 qui répertorie les victimes dans leur département d'implantation ou de décès. Et donc, voilà, c'est l'activité que je me suis trouvé pour m'occuper l'esprit, pour éviter de partir en vrille, comme on dit. Et donc, on va commencer par les témoignages, puisque, comme j'ai dit, il faut qu'on attende Mathieu, Cynthia, et puis, qui c'est qui aurait encore c'est tout. Si, il y a Joël qui doit être à côté. Qui c'est qui est partante pour commencer? Tu veux y aller? Bon, alors Mélina a la parole maintenant. Bonjour, je m'appelle Mélina. J'ai fait les 3 doses Moderna. La dernière était mai 2022. Et au mois d'août 2022, j'ai commencé à ressentir une faiblesse musculaire, atrophie musculaire, perte de poids. Je suis descendue jusqu'à 40 kilos. J'ai commencé aussi à avoir des raideurs, des spasmes en continu, une grande fatigue, et maintenant, depuis l'année dernière, j'ai les muscles des poumons et du diaphragme, de la gorge et de la langue qui s'affaiblit. Donc maintenant, je suis sous VNI la nuit. C'est comme une assistance respiratoire. En fait, il fait le travail des poumons. Maintenant je mange mou, je mange mixé, enfin c'est très compliqué. Et puis les spasmes, c'est vraiment en continu depuis 2023, début 2023, les spasmes ont commencé et c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 depuis 3 ans. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, du coup j'ai été diagnostiquée aussi neuropathie des petites fibres sévère. Ils m'ont diagnostiqué un trouble neurologique fonctionnel, mais dit fonctionnel, ça veut pas, il n'y aurait pas de symptômes organiques, dont maintenant il y a des symptômes organiques, mais ils restent sur leur position, trouble neurologique fonctionnel, et ils n'expliquent pas les nouveaux symptômes organiques. Donc je me bats avec les neurologues, parce qu'ils ne veulent rien faire. Rentrez chez vous, faites du kiné, vous allez voir, vous allez guérir. Ils ont même ils m'ont même dit que c'était psychologique. Psychiatrie. Oui, c'était entre la neurologie et la psychiatrie. J'ai eu une errance médicale totale. On m'a traité même de la maltraitance médicale. Donc j'ai fait quand même une année un mois de rééducation disciplinaire à la Roselière, à Blois. Et du coup, quand ils ont fait du kiné et tout ça, en fait, ça a accentué les spasmes, les raideurs et les douleurs. Et même le kiné m'a dit, avec l'ergothérapeute, on n'est pas là pour vous faire du mal. Donc, on ne sait pas trop quoi faire avec votre corps. Donc, au final, je suis rentrée chez moi et voilà, on en est là. Enfin, c'est très compliqué, moralement, physiquement. J'ai ma petite dernière de 17 ans à la maison. Merci Mélina, c'est très courageux de ta part de témoigner ce qui t'arrive et qui est vraiment une catastrophe, comme beaucoup d'autres, mais quand on le vit soi-même, c'est sûr qu'on est au plus près du problème. Donc les associations sont là pour comprendre ces choses-là, puisqu'elles sont elles aussi, pour la plupart, victimes ou impliquées dans la victimisation. Donc voilà, vous êtes au mieux avec les associations et c'est ça qu'ils vont vous dire, c'est que vous faites partie de cette famille, comme dit Mathieu souvent. On fait partie de la famille des victimes
et des gens qui font ce qu'il faut pour les victimes. Et on y est et on va le faire. Je te remercie, Mélina. Maintenant, on va peut-être repasser la parole à Mathieu. Déjà, merci Mélina et bravo pour ton courage, parce que c'est déjà de témoigner, c'est pas facile en temps normal, mais encore plus quand on subit tout ce que tu subis. Et Dominique l'a très bien dit, l'association à victimes, donc je suis le président et Alain est le vice-président. On l'a créé tout simplement avec sa fille, Mélanie, qui est atteinte de la maladie de Charcot et qui malheureusement, voilà, Alain l'a dit tout à l'heure, il y a une date de fixée malheureusement et c'est bientôt terminé. En fait, le but déjà, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. Et ce que tu dis quand tu dis que les médecins disaient que c'était dans sa tête, ou on y a tous connu. On a tous eu droit à ça. Et ça déjà, c'est inadmissible. Parce que comme je disais aux médecins, mais moi je connais mon corps. Quand je tombe malade, moi de Moderna, une dose, dont je tombe malade le lendemain, j'ai comme toi, j'ai une neuropathie des petites fibres sévère, qui a été diagnostiquée à l'hôpital de Saint-Étienne, qui est un des meilleurs en France sur ce principe-là, et c'est Limoges et Saint-Étienne les meilleurs, sans dire que les autres sont mauvais, mais les plus expérimentés. Et j'ai une encéphalomyalgie comme beaucoup, malheureusement. Alors, beaucoup de médecins nous le disent, l'ARN messager est un inflammatoire pour le système nerveux. On le prouve, hein. L'association aujourd'hui à victimes, c'est 1010 adhérents sur toute la France et les dom-tom, et on a à peu près 90% de personnes qui sont atteintes de troubles neurologiques, sévères ou mortels malheureusement, parce que Charcot on en a 46. Vous vous rendez compte du chiffre? 46 maladies de Charcot sur une association où il y a 1000 adhérents. Alors les médecins disent oui, c'est bizarre, mais personne ne s'alerte plus que ça. Alors on le sait pourquoi, hein. On a été humblement l'année dernière avec Alain et Mélanie, et ma marraine, donc la sénatrice du Bas-Rhin, Laurence Muller-Braun, reçue 2 fois par le ministre. Alors ça a encore changé, hein. Mais ils nous disent qu'il y a des effets indésirables. Devant nous, ils nous le disent, hein. Mais pourquoi vous ne faites rien? Mais vous vous rendez compte, ça va coûter de l'argent. Et ils ne parlent que de statistiques. Eux, ce qui les intéresse, c'est chiffres et statistiques. Et voilà. Oui, mais la vie des gens, en fait, le premier rendez-vous, il y avait Mélanie, donc ils n'ont pas trop osé, parce que Mélanie, voilà, a eu le courage de venir. Mais c'est vrai que la violence des mots, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, en fait? Alain peut témoigner largement de ce qui s'est passé, mais on a affaire à des gens qui disent on vous écoute. Alors c'est bien écouter, mais il faut agir à un moment donné. Et si on n'agit pas maintenant, c'est pour nous, mais tout ce qui va se passer derrière. Parce que tu l'as très bien dit, tu as une fille, c'est ça, c'est ça. Hein. Donc je pense que voir sa maman comme cela, voilà, on continue, mine de, c'est sa vie aussi à elle qui aujourd'hui, elle se fait, surtout à son âge, et qui voit sa maman pas prise en compte, au sérieux, mis de côté, entre guillemets, excuse-moi du terme, mais c'est ça, et c'est pas normal, c'est pas normal. Elle a même cherché sur internet et elle m'a dit maman, c'est de l'errance médicale et de la maltraitance médicale. Ah mais donc ça fait mal au cœur quand on voit sa fille chercher des choses sur internet. C'est complètement ça. C'est même pour moi de non-assistance à personne en danger. Oui. On va prendre les mots quand ils sont. Alors on fait toujours très attention. On a des avocats qui sont merveilleux, enfin surtout Maître Sonnet qui est génial. Je pense qu'on est tombé sur l'avocat le plus adorable du monde, mais vraiment, on peut tous témoigner ici. À Victimes et Viac 19 et tous ceux qui œuvrent pour nous, ensemble, c'est l'humain. En fait, c'est de remettre cet humain qui, comme vous le voyez dans ce monde, on l'oublie cet humain. En fait, on a vu des robots faire boulot, métro, dodo, et quand on sort un peu de l'ordinaire, les gens font style qu'on ne voit pas et on avance. Mais non, en fait, il faut tendre la main aux autres aussi. Parce que, oui, on est concerné, mais je me suis toujours dit que même si j'étais pas concerné, comme le vaccin, moi je l'ai fait pour le travail, je pense que j'aurais œuvré autrement, mais j'aurais œuvré pour cette cause-là. Parce que, et d'ailleurs je remercie Daniel National, la secrétaire de l'association qui n'est pas vaccinée et qui est une femme magnifique, vraiment. Mais comme tous. Donc voilà, donc moi c'est, pardon Mathieu, le président, bon, je pense qu'il y a beaucoup qui me connaissent maintenant, ou comme Dominique. Moi Alain, tu veux dire quelques mots? Moi aussi, tu parles bien. Je sais pas. En tout cas, courage et courage à toutes et tous surtout. Merci. Bon, moi, il faut savoir aussi, moi je ne suis pas vacciné. C'est grâce à mon métier que je ne suis pas vacciné. Merci mon métier. Parce qu'à l'époque de mon président,
Mon directeur voulait qu'on se fasse vacciner en interne à l'usine. Et en réunion de direction, je lui dis non, moi je suis pas d'accord. Donc j'ai expliqué le pourquoi. Comme on fabrique des composants pour les appareils de freinage pour les voitures. Et donc tant que le composant n'est pas validé sur les bancs d'essai, etc., on ne le met pas dans la voiture. Et à l'époque, le vaccin, à l'époque c'était un vaccin, moi j'appelle ça une injection, n'était pas validé. Et donc je lui dis, ah non, moi je suis pas d'accord. Donc il dit, bon monsieur Mauport, on verra ça la semaine prochaine. Donc la semaine d'après, on vient en discuter. Il me dit, bon monsieur Mauport, je suis ok, on vaccine pas, on n'oblige pas la vaccination en interne. Et j'oblige pas la vaccination au niveau des ouvriers, mais les gens qui voudront se faire vacciner pourront aller à l'extérieur de l'usine et se faire vacciner. Et mon directeur, quand il a regagné l'Allemagne, il est venu me trouver, il m'a serré la main, il a dit « Merci monsieur Opa, je ne suis toujours pas vacciné ». Ça c'était en 2023. Donc il est reparti en Allemagne et j'ai plusieurs collègues qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils ont dit « Oui, tu as raison, pourquoi on se fait cette injection qui n'est pas validée, que nous, nos produits, tant qu'ils ne sont pas validés, on ne les met pas dans les voitures ». Donc j'ai des collègues qui ne sont pas... Pas mal de collègues qui ne se sont pas fait vacciner à cause de ma petite analyse. Et donc voilà, et je suis bien content qu'ils ne se sont pas vaccinés parce que d'autres collègues de travail qui se sont fait vacciner et puis qui nous ont insultés, parce qu'on pouvait les tuer parce qu'on n'était pas vaccinés, enfin voilà, etc., etc. Ils sont malades. Ils sont malades. Et il y en a qui sont décédés. Et des jeunes. Ce qui est malheureux, c'est que c'est beaucoup. Et donc voilà. Et donc Mélanie, elle, c'était pour son travail aussi qu'elle a été vaccinée. Et parce que de la famille proche, il n'y a que Mélanie qui est vaccinée. Ma maman, qui a 92 ans, elle n'est pas vaccinée. Elle a été malade avec le Covid, elle n'est pas morte. Chez mon tonton et ma tata, 96 et 92 ans, ils ont été malades avec le Covid, mais ils sont tombés sur des médecins qui ont fait leur boulot, qui leur ont donné des médicaments, et comme par hasard, ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants, mais... Donc voilà, donc il y avait des moyens de soigner, mais ils n'ont pas été nombreux comme docteurs, mais bon, après ils ont eu des problèmes, on sait tous. Et donc voilà, donc moi je vais accompagner Mélanie sur les quelques semaines qui lui restent, parce que donc elle a émis son compte à rebours, le compte à rebours est enclenché, donc on va l'accompagner, parce que bon, moi je dis, ah, ça a été mon bébé, maintenant c'est ma petite poupée de chiffon. Elle est, voilà, on la comprend quasiment plus. Quand elle parle, donc voilà, donc on va l'accompagner, et puis on va se battre avec l'association pour qu'il y ait toute cette reconnaissance. Et donc là, bah, je ne vais surtout pas battre les bras, enfin, tomber les bras, parce que j'ai une colère en moi, mais j'ai un volcan à l'intérieur de moi, parce que ben voilà, j'ai perdu ma fille, hein. Et donc pour tout le monde, on va se battre avec Mathieu, avec Dominique et puis toute notre équipe pour qu'il y ait cette reconnaissance. Bon, je le dis, il faudra attendre 2027 parce que ben, comme il a dit au ministère de la Santé, quand on leur a dit mais vous n'y êtes pas responsable, donc vous pouvez vous engager sur la reconnaissance. Mais non, ça reste une personne. Donc notre président est toujours là, donc tant qu'il sera là, rien n'a pas avancé. Ils nous l'ont laissé entendre, donc voilà. Donc c'est terrible, il va falloir encore attendre, et puis la justice, normalement, qui est indépendante, on se rend compte qu'elle n'est pas indépendante, parce qu'elle est soumise à l'État, et donc on a des retours sans suite, donc le premier dépôt de plainte est revenu sans suite pour Mélanie, mais on a rattaqué, on a rebondi derrière, et donc voilà. Il y a une reconnaissance de la pharmacovigilance? Oui, la pharmacovigilance a émis une imputabilité suite à l'injection. Et donc, ils ont remonté le dossier à l'ANSM en mentionnant que c'était un cas marquant. Donc, la logique, normalement, de l'ANSM aurait dû convoquer des experts, convoquer Mélanie, qu'elle repasse, refaire des examens, etc. Enfin, un protocole normal. Mais, donc, ils ont bien reçu, l'ANSM a bien reçu le dossier de Mélanie.
Donc pendant 8 mois, il n'y a rien eu. Donc moi j'ai envoyé un petit mail gentil, rien, un deuxième petit mail, et puis ils m'ont contacté, et ils m'ont dit non, mais faut aller, c'est la pharmacovigilance qui doit vous faire ces procédures. Donc, je retourne vers la pharmacovigilance, et là j'ai eu la chance de tomber sur un des médecins qui avait travaillé sur le dossier de Mélanie. Elle dit, ah non, monsieur Maupas, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est là qu'elle m'a expliqué tout le protocole que la NSM ne fait pas et qui tape en touche. Donc, j'ai renvoyé un autre mail à la NSM avec un peu de poivre, un peu salé, on va dire. Et donc, ils ont pas répondu. Donc voilà, ils ont comme ça. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'intervention principalement de Alain par rapport à sa fille? Il y a des questions, non? Est-ce qu'il y a une plainte de déposer? Oui. Donc on a fait une première plainte au procureur de Paris, qui est revenu sans suite. On a rattaqué tout de suite derrière, enfin rattaqué tout de suite parce que entre le dépôt de la première plainte et le retour, ça a attendu presque un an. Voilà, donc c'est revenu sans suite. Et après, donc on a fait donc c'était un dépôt de plainte contre X. Et là, on a rattaqué un dépôt de plainte contre Pfizer et l'État devant le juge d'instruction. Donc là, ils sont normalement dans l'obligation de faire d'instruire le dossier, une enquête, enfin voilà, une procédure derrière. Donc ils sont dans l'obligation. Donc là, faut payer. La première, il n'y avait pas besoin de sortir de l'argent, c'était, on va dire, entre guillemets, gratuite, parce que notre avocat ne nous prend rien, il ne prend pas de frais, rien, il fait tout ça gratuitement. Il prendra que si on gagne, il prendra 12% si on gagne, autrement, si on perd, il perd aussi. Donc là, il n'y en a pas beaucoup d'avocats comme ça. Et donc le deuxième jugement, par contre là, moi parce que là, il faut donner de l'argent, il va falloir payer. Et comme là, moi j'ai dit au niveau de l'association, on y va, moi on peut payer en tant que parent, donc il n'y a pas de souci. Donc on verra, ça peut aller de 2000 à 5000 euros, parce qu'ils ont tendance à appuyer au niveau du volume d'argent à donner pour décourager les gens. Mais bon là, moi ils ne vont pas nous décourager. Donc on va voir, nous, la somme d'argent, parce qu'il y a d'autres dossiers qui sont prêts à partir au niveau de l'association. Donc nous, Mélanie, on a été les premiers pour ouvrir la voie, pour savoir combien ils allaient nous demander. Et après, il y a d'autres dossiers, il y a 4 dossiers, 6 dossiers qui sont prêts. Et donc parce qu'on aimerait que l'association paye les frais, parce que malheureusement, il y a des victimes qui ils n'ont plus de revenus, quoi. Ils se trouvent presque à la rue. Donc au niveau de l'association, on voudrait bien avoir un petit retour du dossier de Mélanie pour savoir l'argent qu'il va falloir avancer, parce que si par exemple, c'est 2000 euros, donc l'association, on peut envoyer des dossiers. On n'a pas beaucoup d'argent, et c'est pour ça qu'on a fait un appel aux dons, et puis que maintenant on est déductible des impôts depuis début d'année. Et donc on attend un petit peu, on voudrait bien avoir le résultat pour savoir, pour envoyer des dossiers, parce que le nombre va faire qu'ils vont avoir une pression. Comme a dit l'avocat et d'autres personnes, en envoyant un grand nombre de dossiers, automatiquement ils vont pas dire, l'État au-dessus dit, non, mettez le pied sur le ballon, mais s'ils en ont beaucoup, donc le juge d'instruction, il va dire, oh, ça se passe quelque chose, on a plein de dossiers qui nous arrivent, et différents, parce que tout le monde est différent, les dossiers. Et donc voilà, donc on attend un retour. On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a des témoignages à faire. Ok, merci d'explication, Merci bien beaucoup. comme ça, ouais. Donc on va quand même prendre les témoignages suivants. Anaïs, tu es prête? Allez, raconte-nous ta grande histoire. Je vais lire. Tu le mets bien sous ton menton. Là. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Je vais lire ce que j'avais écrit. Alors, voici le résumé de mon parcours. Donc, le 30 juillet 2021, je me suis fait vacciner pour la première dose Pfizer. Je n'étais pas bien, très mal à la tête. Je venais de signer mon prêt immobilier pour ma maison. Le 20 août 2021, je me suis fait vacciner pour la deuxième dose qui m'a achevé.
Le 28 août 2021, des gros maux de tête, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit qu'il s'agissait sûrement d'une sinusite. J'étais sous antibiotiques, pas d'amélioration. Le 5 septembre 2021, je suis allée voir le Stade Rochelet à La Rochelle et je me tenais la tête tellement j'avais mal à la tête. Dans la nuit, j'ai demandé à aller aux urgences à Saintes. Ils m'ont passé scanner, IRM et d'autres examens. Résultat, une thromboplémite cérébrale. Transportée en urgence à Poitiers. Le 7 septembre 2021, opérée une première fois d'une craniectomie. C'est le retrait d'un quart de la boîte crânienne. Une pression intracrânienne normale se situe entre 1 et 10. La mienne était à 50, donc une cocotte minute. Mon cerveau risquait fortement d'être endommagé. Je suis restée plus d'un mois dans le coma, en mort cérébrale, branchée de partout et la tête rasée. Le 8 septembre, pendant mon coma, le permis de construire ma maison a été accepté. Le 17 septembre, ma pression intracrânienne était encore trop élevée. Deuxième craniectomie pour agrandir. Toujours dans le coma, j'ai perdu énormément de sang. Ils ont tenté de me réveiller, mais de base, je m'étais mis seule dans le coma, sûrement l'inconscient qui a protégé mon cerveau. Donc ça a pris beaucoup de temps, plusieurs semaines. Les médecins étaient très pessimistes à l'idée que je m'en sorte et avaient préparé ma famille et mon entourage au pire, à ma mort. En fait, ils ont demandé à ma famille de signer une décharge parce qu'ils voulaient me débrancher. Le 9 octobre 2021, j'ai fini par me réveiller. Je me croyais toujours encore en septembre, comme si je n'avais dormi qu'une seule nuit. Car première chose que j'ai demandé à ma mère les yeux ouverts, si j'avais reçu mon permis de construire. Je suis restée en réanimation sous surveillance quelques semaines, puis transférée en neurochirurgie. L'équipe médicale a commencé à me mobiliser au lit, mais je n'avais plus aucun muscle et plus de doigts non plus, car intubée pendant tout le coma. En m'extubant, ils se sont aperçus qu'une de mes cordes vocales était paralysée. J'ai continué à avoir toute l'équipe médicale de Poitiers, kiné, ergothérapeute, orthophoniste, etc. Rien de miraculeux à ce stade. Les kinés m'ont verticalisé avec un verticalisateur électrique. Première fois que j'étais debout, j'ai vomi. Je vous épargne donc les détails de réapprendre à boire, déglutir, manger liquide, velouter, mouliner, hacher et au bout de quelques semaines, normal. J'avais également un casque qui protégeait mon cerveau en cas de chute, car plus de boîte crânienne à droite. Donc aucune protection. Le 22 novembre 2021, j'ai été transférée en centre de rééducation à Saint-Jean-d'Angély. Le 9 décembre 2021, j'ai réappris à marcher quelque part entre deux barres parallèles. Je continuais des séances d'orthophonie, mais toujours rien. Je marchais seulement quelque part en me tenant. Le 23 décembre 2021, le notaire est venu me faire signer l'achat de mon terrain à l'hôpital. Le 24 décembre 2021, je suis sortie en fauteuil roulant pour aller passer Noël en famille. Le 3 janvier 2022, je suis rentrée à Saintes en centre de rééducation. Je ne conduisais plus du tout car en m'opérant et à cause de la pression intracrânienne importante et l'hématome qu'elle a causé, mon nerf optique a été touché, ce qui fait que mon champ visuel gauche est fortement impacté. Seule séquelle invisible et irréversible. J'ai une hémianopsie latérale homonyme gauche qui signifie que le côté gauche de mes deux yeux ne voit plus. À Saintes, je me suis remusclée et débarrassée de mon fauteuil roulant. Depuis février 2022, j'ai recommencé les séances d'orthopsie pour rééduquer mes yeux et réapprendre de nouveaux automatismes pour bouger les yeux et la tête et pouvoir me déplacer correctement et reconduire. Le 29 mars 2022, j'ai eu la chance d'avoir une orthophoniste qui m'a fait retrouver ma voix, ce qui m'a changé la vie. Aujourd'hui, les médecins, chirurgiens et tout le corps médical disent de moi que je suis une miraculée avec une bonne étoile. Ma famille, amis et connaissances me surnomment la guerrière. À seulement 30 ans en 2021, un sacré parcours de vie. Le 16 septembre 2022, dernière opération, la cranioplastie, qui consiste à remplacer toute la partie manquante de ma boîte crânienne par un implant. J'ai perdu tout mon sang, remplacement total de ma masse sanguine grâce aux transfusions. J'ai fait 3 jours de réanimation et 1 mois d'hôpital. Une personne de la société qui imprime en 3D ses implants crâniens, plaques en céramique et titane, a demandé à mon chirurgien s'il pouvait descendre de Suède pour venir assister à mon opération. Il était là à côté de mon chirurgien. Il lui a dit qu'il avait un métier en or et qu'il était admiratif car il a réussi malgré tout à me poser cette plaque malgré l'hémorragie. Voilà dans les grandes lignes mon combat. À tous ceux qui ne savaient pas, vous voyez d'où je viens. Et voilà, j'avais mis la photo, j'étais prise dans le coma, la tête rasée.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le témoignage de Anaïs? Oui, si la pharmacovigilance reconnue et plein de Oui. déposés. La pharmacovigilance a laissé entendre qu'il y avait une possibilité de causalité, comme pour toutes les pharmacovigilances. Il n'y a rien de concret, il y a guère qu'à l'odium où ils reconnaissent tant soit peu la réalité, comme ça a été le cas, comme on a évoqué tout à l'heure, les neuropathies des petites fibres. Effectivement, avec Mélina, il s'avère que nous avons une victime qui fait partie de plusieurs de nos associations, Marina Bouvard, qui a également cette neuropathie des petites fibres et qui a eu une reconnaissance de l'ONIAM. Alors l'ONIAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'organisme d'indemnisation pour les accidents médicaux. J'y arrive pas. Et donc, bon, elle a cette reconnaissance, et là, ça veut dire que concrètement, il y a quand même une causalité quand même bien plus avancée. Après, ça ne fait pas forcément jurisprudence, puisque c'est forcément appliqué à chaque individu, et donc ça reste compliqué. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions, non, c'est bon. C'est bon. Et bien maintenant, on va passer à Roman, puisque t'es là depuis, t'es venu chez nous depuis pas très longtemps. Hein. 2 mois. Oui, ouais, 2 mois, voilà. Bonjour à tous. Me concernant, moi, je n'avais rien préparé, je n'avais pas prévu de prendre la parole. Donc ça va être dans les grandes lignes, et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, bon, déjà, je me sens un petit peu illégitime à tout ça, puisque je suis arrivé dans une grande salle avec, pour moi, bien plus de douleur que je n'avais jamais vécu. Je me sens un peu décontenancé. Pour ma part, ça a commencé le 21 septembre 2021. Deuxième dose Pfizer. Je me suis fait vacciner vers 18h, grosso modo, et le lendemain matin, je me réveille et je commençais à avoir la paupière qui tressautait un petit peu, au niveau de la lèvre aussi, des fourmillements, au niveau de la langue, mais que du côté gauche. Et bon, j'ai pris ça à la rigolade, puisque à l'époque, 30 ans, je n'avais jamais été malade. J'étais dans un métier où de toute façon on ne pouvait pas se plaindre et il fallait avancer sans regarder. Donc l'habitude, j'ai pris ça un petit peu à la rigolade, et je me suis même fichu d'un de mes collègues le lendemain qui avait chopé la grippe à cause du vaccin, et je lui ai dit qu'il était un peu faible. Et sauf que moi, ça a continué, ça s'est empiré, et 3 jours après, j'ai fait un malaise au travail, avec presque des convulsions, mais pas de perte de connaissance, mais vraiment un grand vide d'énergie, une sensation de plus d'énergie, et puis des convulsions pendant une petite demi-heure. J'avais mon visage à gauche qui commençait à s'affaisser un petit peu, donc on a appelé les urgences pour suspicion d'AVC. Urgences qui sont arrivées 3/4 d'heure après, heureusement que c'était pas un AVC. Soit disant en passant, je suis arrivé vers 11h à l'hôpital, j'ai été pris en charge vers 19h. Heureusement que c'était pas un AVC encore une fois, et j'entendais les infirmières au loin qui disaient pour l'instant c'est le visage, tant que le bras et la jambe bougent encore, on s'en fiche, c'est bon, on fait passer les pipi caca avant lui. Donc bon, j'avais un peu les glandes, mais j'étais encore un bon petit soldat, et j'avais la patience. Je me disais il y a pire que moi, il y a plus urgent, il y avait des personnes âgées, bon. C'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience. Malgré tout, je commençais quand même à avoir sacrément mal, et puis mon œil restant ouvert, ils ne m'ont même pas proposé de me mettre de la crème ou quoi que ce soit pour éviter qu'il sèche, puisque paralysie faciale totale, donc la paupière ne se fermait plus du tout. Et puis pas plus de considération que ça, même à 19h lorsqu'ils m'ont pris, pas plus de... J'ai eu des médicaments anti-inflammatoires, Doliprane, enfin voilà, rentrez chez vous, et puis basta.
S'en est suivi environ 4 à 5 mois de paralysie faciale totale. Donc 24 septembre, là on était en période hivernale. Donc je ne suis pas sorti ayant l'œil ouvert constamment. Et puis à un moment donné, comme ma femme a chopé le Covid, donc on a respecté les distanciations, on avait encore peur du Covid et donc du vaccin à l'époque. Donc elle était à l'étage et moi au rez-de-chaussée, et puis à un moment donné, au bout de 10 jours, on en a eu marre, on s'est dit allez, on va aller se boire un petit café dehors, il devait faire 10-15 degrés. Et là, une douleur insupportable, due au froid, puisque dans les grandes lignes, moi j'ai toujours 10 sur 10 à mon œil qui est caché. Visuellement, si j'enlève mon cache, on ne voit rien. Le seul souci, c'est que j'ai une photophobie intense. Donc même une faible luminosité peut m'occasionner des douleurs assez importantes dans le crâne, neurologiquement. Je suis très sensible au froid. Parfois, à la maison, il fait 19 degrés, j'ai mal. Dehors, si je bouge, que j'ai un bonnet, j'arrive à descendre jusqu'à 14, 15, 16, mais il faut vraiment que je bosse, sinon c'est pareil, c'est intenable. Donc concrètement, je suis confiné du mois d'octobre au mois de mai sans pouvoir sortir. Il y a certains moments où je me permets juste d'ouvrir les volets de la chambre et ça me saisit instantanément et je suis bloqué au lit pendant 3 heures parce que, au même titre que des migraines, après c'est plus de lumière, plus de son, et puis repos, et puis une douleur assez sévère. Pour la petite histoire, donc ça a été catalogué comme névralgie du trijumeau, très vulgairement appelée la maladie du suicide. Alors je suis désolé pour ceux qui sont pires que moi. Mais pour ceux qui ont connu des rages de dents, c'est des douleurs, oui, à se taper la tête contre les murs. Donc j'ai trouvé la parade, le fait de me confiner à peu près d'octobre à avril-mai, c'est pas une solution miracle, c'est pas pérenne, mais bon, ça me permet de ne pas avoir de crise trop intense. Le cache, c'est pareil, on est allé voir un ophtalmo. On lui a demandé un dispositif pour me cacher l'œil et il m'a dit mais non, ça n'existe pas. Il y avait eu les gilets jaunes juste un petit peu avant, j'avais dit mais comment font les éborgnés, comment font les gens comme moi. Ils m'ont dit ils se démerdent. Donc là, en rigolant, je lui ai dit oui, en gros il faut aller dans un farce et attrape en fait pour aller acheter un bandeau de pirate quoi. Et l'ophtalmo m'a dit oui, voilà, c'est ça. Donc toujours à la légère, hein. Je pense que vous commencez tous à les connaître. Moi aussi, on m'a dit d'aller voir un psy. Moi aussi, on a levé les yeux au ciel quand j'ai commencé à parler de vaccin. Ça a été assez compliqué. On a vu entre 15 et 20 spécialistes, entre ORL, neurologues, ophtalmo et même psy, pour le coup, parce qu'au bout d'un moment, on finit par croire qu'on est fou et que ça pourrait peut-être nous aider. À savoir que moi, ils ont tout fait pour que ça ne soit pas le vaccin. Donc, à la base, ils ont mis ça sur le compte du stress. Je n'avais jamais été stressé de ma vie. Je leur ai bien expliqué, comme quoi j'étais épanoui dans mon travail. J'avais plaisir à me lever le matin. J'y allais pas à reculons. Donc, c'était pas ça. J'habite à la campagne. Ils ont essayé de faire passer ça sur la maladie de Lyme, comme quoi je m'étais fait piquer par une tique. Bon, manque de bol, prise de sang négative. Ils ont essayé de faire passer ça sur une des souches du virus du Zona. J'avais fait Zona / herpès, il y a peut-être une centaine de souches différentes qui sont, je crois, inactives chez nous, mais qui peuvent, sur certains déclencheurs, se manifester. Manque de bol, prise de sang, justement, aux urgences, le jour où ça m'est arrivé, tout est revenu négatif. Et à l'ONIAM, pour ma part, ils n'ont eu d'autre choix que de valider justement l'effet secondaire dû au vaccin. Donc j'ai eu gain de cause par rapport à l'ONIAM. Non sans mal, concrètement, pour éviter de se faire détruire, on y allait avec une avocate qu'on a payée grassement, malgré nos peu d'économies, c'était un petit peu compliqué.
Mais bon, on savait qu'on allait se faire démonter sans avocate. J'ai eu la chance d'avoir ma femme qui a fait des études de recherche, donc elle a l'habitude de fouiner là où les autres ne vont pas, qui a de belles notions en médecine. Donc, et puis maintenant, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, notamment ChatGPT qui nous aide beaucoup, on arrive à télécharger par exemple une étude médicale qui vient du Japon et puis se la faire traduire dans la foulée. Parce que la France et plus largement le vieux continent, on occulte complètement les effets secondaires et on ne veut pas de toute façon chercher des problèmes parce qu'on sait qu'on va en trouver. Mais on a trouvé quelques études, Israël, Japon, Amérique, un peu l'Angleterre, enfin plusieurs pays qui se sont vraiment penchés sur la question et pour le coup qui ont trouvé des réponses. Et oui, il y a eu des effets secondaires, au plus grand étonnement de certains qui nous disent encore à la télé, encore pas plus tard que la semaine dernière, non, il n'y a eu aucun effet secondaire dû au vaccin. Eh bien si, il y en a eu et nous sommes là. Donc ça a été prouvé, mais manque de budget aidant et puis mauvaise foi des deux neurologues qui étaient contre nous. Ils ont juste prouvé ce qu'ils ne pouvaient pas nier finalement après 3 heures de bataille où on n'a pas mâché nos mots et on ne s'est pas laissé faire. Ils ont juste acté les 4 mois de paralysie faciale. Ils n'ont pas acté les douleurs post-paralysie faciale qui m'handicapent depuis maintenant 4 ans et demi. Et finalement, moi, me concernant la paralysie faciale, pour moi elle était temporaire puisque à la base on m'a dit vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes jeune, ça va durer 1 semaine, vous inquiétez pas. Et puis 2 semaines, et puis 1 mois, puis dans des cas exceptionnels peut-être 2 mois, et puis jusqu'à 6 mois. Bon, au bout de 5 mois, 4-5 mois c'était réglé, mais je prenais la vie du bon côté et j'en rigolais. J'en rigolais avec ma femme en rigolait nettement moins. Mais moi j'en rigolais parce que j'avais vraiment une double face et je me regardais dans le miroir, ça me faisait rire. Parce que pour moi, encore une fois, c'était temporaire. Là où ça a commencé à nettement moins me faire rire, c'est quand ça me pendait au nez de perdre ma carrière, de me faire virer, d'être handicapé à vie, de ne plus pouvoir sortir de tout l'hiver, alors que sans forcément être hyperactif, mais moi j'ai jamais été jeux vidéo, télé, pour moi la vie elle est dehors. Donc j'appelle ça un peu ma prison, même si c'est une prison dorée. On a la chance d'avoir une maison avec un peu d'espace, mais c'est une prison de 150 mètres carrés, mais c'est une prison quand même pour moi de mois d'octobre jusqu'à mai, et c'est assez compliqué. Donc l'été, je revis un petit peu, à condition qu'il n'y ait pas trop de soleil, à condition qu'il n'y ait pas trop de vent. J'ai une asthénie assez prononcée, c'est une fatigue chronique, à condition que je ne sois pas trop fatigué également. Il y a beaucoup de conditions qui font que... Donc aujourd'hui, je ne peux plus reprendre de travail, ne pouvant plus trop conduire également, difficulté à me concentrer, difficulté à motricité fine, à concentration, et puis la fatigue, la douleur, qui peut survenir d'ailleurs, même s'il fait beau, il n'y a pas de vent, tout va bien, et d'un seul coup, je vais recevoir comme une espèce de décharge derrière l'œil, et ça va complètement me paralyser, et bon, là, il faut que j'aille me coucher 2-3 heures. Donc ça a été, voilà, pour l'instant on va porter la chose plus haut, parce que l'ONIAM étant la solution un petit peu à l'amiable, on va porter ça au tribunal, en espérant qu'il nous écoute un peu plus sérieusement. Et puis je vous passe les diverses assurances à gauche et à droite qui font leur propre barème pour que de toute façon vous n'atteigniez jamais le pourcentage requis pour être indemnisé, ou la mauvaise foi de tout le monde. C'est vrai que je pense que beaucoup le partagent. C'est assez rageant. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, je bouillonne en moi. Ouais, putain. Et le jour où ça va exploser, ça va pas être beau, mais... Ouais. Vivement 2027, je pense. Il y aura peut-être un basculement. Peut-être que certaines langues vont se délier. Tu parlais des freins.
Je sais qu'à l'époque, ils étaient en amiante. L'amiante, on sait combien de temps ça a pris avant que... Il a fallu 20 ou 30 ans avant que les langues se délient également. J'espère que pour nous, ça ira plus vite. Voilà, malgré tout, aujourd'hui, à l'heure de la télé qui va vite, des réseaux sociaux, on n'est pas les seuls. En France, on occulte tout ça. Dans le monde, on essaie quand même de chercher un petit peu. J'espère que ça va aller plus vite que la période amiante, mais bon, voilà. Et Madame. Une dame dans le public qui veut poser la question. Bonjour, monsieur la femme de monsieur. Voilà, c'était juste pour remercier VIAC 19 à Victime, parce que ça fait pas trop longtemps qu'on vous connaît. On a longtemps cherché des associations parce qu'on se sentait très très seul dans ce parcours où on est pris pour des fous et que personne ne nous entend. On se bat depuis 4 ans et demi tout seul, mais ça fait du bien de se sentir nettement moins seul. C'est pour ça qu'on est là aussi. Et aussi pour dire qu'on ne lâchera rien. Parce qu'il a tendance à minimiser son cas, forcément, entre Mélanie, Mathieu... Voilà, mais malgré tout, vous êtes tous des victimes, en fait. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de... Forcément, si, il y a forcément des échelles, mais chaque cas compte. Et comme ce que tu disais, Mathieu, tout à l'heure, au niveau du ministère, vous n'êtes que des chiffres, mais enfin, avec chaque chiffre, il y a des vies, des familles. Non, c'est pas possible. Donc, nous, en tout cas, c'est un peu comme vous aussi, on va aller au bout. Et s'il faut foutre la merde, il n'y a pas de souci aussi. Il est hors de question qu'on laisse les choses se faire. Voilà. Merci à toi. Tu as effectivement dit une grosse partie de ce que je voulais dire, c'est qu'en ce qui nous concerne, je pense parler au nom des 3 représentants d'associations qui sont là, il n'y a pas de petite victime. On est victime dès lors qu'on a un effet indésirable, qu'il soit moindre que celui d'une autre personne ou quoi. On est victime dès lors qu'il y a un changement dans sa vie après les vax. C'est juste ça qu'il faut retenir. Et même, j'irai même plus loin, je dirais même que les gens qui ont eu des complications, des effets indésirables post-vax et qui sont en rémission parce qu'ils ont eu la chance de trouver une possibilité de guérir ou de se remettre complètement. Je ne parle même pas d'Anaïs qui elle est partiellement ou complètement remise, non partiellement. Voilà. Mais bon, il y a des gens qui sont complètement remis, mais ils ont quand même vécu un préjudice après leur vaccination, et ces gens-là sont victimes, même si au moment où on leur parle, ils n'ont rien du tout. Donc c'est ça qu'il faut savoir. On est là pour ça, pour régler ces problèmes-là, pour les guider. Et puis, en fait, on a quand même un petit peu d'expérience avec le recul du temps. Mais c'est vrai que oui, c'est ça. Il n'y a pas de petites et de grandes victimes. Je suis désolé, Roman, mais tu es une victime au même titre que Anaïs et d'autres personnes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout du moins pas pour nous. Il a très bien résumé, c'est exactement ça. C'est bravo. Je pense qu'encore une fois, on revient toujours au même point, c'est au nom de l'humain, tout simplement. Et dès lors que... Et puis, on parle des victimes directes, mais tu es la femme de Roman, donc tu as aussi forcément un impact derrière, négatif, parce que... Alors, il y a du positif parfois, parce qu'on se retrouve, moi, c'est ce qu'elle m'avait dit ma femme, mais ça impacte tout. Je pense à ta fille aussi, qui a 17 ans, qui, la preuve, recherche... Qui, je pense qu'il devrait rechercher autre chose que cela, en voyant sa maman si mal. C'est pour ça qu'il y a des victimes, des fois, qui n'osent pas témoigner parce qu'ils me disent « Mais quand je vois Macha, quand je vois Mélanie, mais c'est rien à côté. » Mais non. Parce que si on fait tout ça à un moment donné, ça va être quoi? Alors, et tant mieux d'un côté, on va espérer qu'il n'y a pas trop de charcot, pas trop de choses graves, mais il y en a tellement, et bien qu'on va passer à côté de tout ça. Et derrière, ils vont se dire « Bah ouais, il y a 20 personnes, 30, 40, mais si on est 100, 200, 1000, 3000, 10 000, comme l'a très bien dit aussi Dominique, je crois, qui à un moment donné, ils vont se poser les bonnes questions en fait. Et on le voit déjà de regard aussi quand on dit que l'association a dépassé 1000, parce qu'il n'y a rien par rapport, encore une fois, tout ce qui se passe. Les gens les prennent un peu plus au sérieux quand même. C'est sûr, alors, on commence tous, moi je vais laisser la parole à Cynthia après, puis je ne sais pas si Macha veut témoigner également de son cas ou quelqu'un d'autre, mais peut-être qu'en plus vous faites vous également les soignants suspendus. En fait, ça a impacté, c'est le sens Covid au sens large qui a impacté nos vies. Et ça, tout le monde a été impacté. Tout le monde.
C'est-à-dire que du jour au lendemain, on était enfermés comme des chiens, parce qu'il n'y avait pas d'autre terme, hein. On était des criminels, on se faisait nous-mêmes des attestations. C'est-à-dire que je m'autorise moi-même à aller faire quoi? Aller faire pipi, aller chercher une baguette? Ben non, enfin, quand on pense à tout ça, ça a été orchestré. Alors, on ne peut pas leur enlever une chose, hein, c'est qu'ils ont vraiment préparé leur coup correctement. Par contre, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on se réveille dans le sens qu'il faut parler des effets indésirables. Nous, l'association est là pour ça. On n'oublie pas les Covid longs, parce qu'il y a des malades de Covid longs également. Mais je pense que, comme beaucoup disent, il faut une conscience, une réelle conscience qu'aujourd'hui, si on veut rester maître de sa vie, il faut que les gens se réveillent. Alors, toujours de la bonne manière, hein. Moi, voilà, on fait diplomatique, voilà, mais comme tu l'as dit, s'il faut qu'on soit un peu plus direct, on sera un peu plus direct. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, en tout cas, bravo, et merci des témoignages déjà à tous les deux, parce que c'est la première fois, quoi, c'est ça que vous dites, hein. Donc vous l'avez très bien fait. Anaïs, enfin vraiment, bravo, toi aussi, Roman, parce qu'il n'y a pas de petit effet. Je vois Julia qui arrive discrètement. Non. Et voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Cynthia, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, merci. Vous retournez à vos places. Julien va témoigner aussi, moi je vais j'y aller. J'ai des trucs à finir. J'ai le micro, je voudrais vous poser une question qui est tribune. Oui. Est-ce que vos médecins, les médecins qui ont signé l'acte d'injection, savent qu'ils sont pénalement attaqués? La Commission européenne a émis un jugement comme quoi c'était les injecteurs qui étaient responsables des effets indésirables. Ça c'est officiel, hein. C'est sorti. Et donc voilà, donc ils ont fait, enfin pour moi, c'est moi qui le dis, hein. En faisant ça, tous les vaccinateurs, tous les médecins, donc là ils ont mis les pieds sur le frein et bon sang, donc ils se cachent derrière ça parce qu'ils ont peur maintenant. Là, parce que moi j'ai parlé avec des médecins en leur disant, ben voilà, la Commission européenne vous accuse des effets indésirables. Donc les personnes qui ont les effets indésirables vont vous attaquer parce que ça va être la norme, quoi. C'est ce qui va se produire. Et donc là, les médecins, il y en a beaucoup qui ont peur, donc ils se cachent. On n'en entend plus parler. Ils ont peur de ce qu'ils risquent d'avoir. Et donc nous, au niveau association, on aimerait bien qu'on attaque les médecins. Et que les médecins, automatiquement, comme nous a dit notre avocat, ils seront obligés d'aller au-dessus de l'ordre des médecins, de dire, voilà, vous nous avez obligés à aller dans les vaccinodromes, mais maintenant, c'est nous qui payons le chapeau. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est du vrai au niveau de la Commission européenne. Donc voilà, c'est... Parce que c'est un argument vraiment blindé, c'est que les effets, pour des raisons privées, je suis très informé très tôt auprès de Pfizer, de la documentation qui était déjà existante, hein, et les modes opératoires pour faire passer ça dans la population. Et donc, étant les sachants, si vous voulez, ils ne peuvent pas... vous pouvez attaquer, à mon sens, hein, parce que vous menez une guerre, et ceux qui la mènent, c'est pas moi vraiment, c'est vous, les personnes qui avez été... qui souffraient dans votre chair. Donc, si vous, victime, physiquement victime, vous n'attaquez pas, non pas seulement l'injecteur, mais le prescripteur, en tant que complice, hein, parce qu'on n'est plus dans le médical. Et là, on parle de somme avec 5 ou 6 zéros derrière, hein, ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Oui, mais c'est... Si vous ne le faites pas maintenant, quand? Oui, merci. On va être obligé de décourter parce que on a des Dernière questions. chose, je tiens à préciser qu'en Belgique, il y a une victime qui a déposé plainte contre son médecin traitant qui l'a injecté. Hein. Lucie a déposé plainte. Déjà chez vous, contre son médecin oui, traitant. mais je me demande si en France ça n'a pas eu lieu déjà non plus. En Belgique, Lucie a déposé plainte. Hein. Donc, il faut absolument que les victimes dénoncent leurs injecteurs. Hein. C'est la première chose. D'accord, merci. Donc je vais passer la parole à Cynthia, qui est la présidente de la 3e association présente ici, et qui va nous expliquer ce qu'elle fait.
Bonjour à tous, Cynthia Thévenot, présidente de l'association On a une dose en Alsace-Moselle, cofondée avec 6 autres personnes, à la fois des soignants qui ont été suspendus, également aussi Julia ici présente qui est porte-parole de l'association. Nous on tenait en fait à une association locale de proximité, à accompagner en fait des personnes qui souffraient à la fois d'effets indésirables, des proches de victimes et aussi des soignants qui ont été suspendus, poursuivis et malmenés en raison de cette politique vaccinale là. Nous on était au départ très mobilisés contre l'instauration du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. On a fait la promotion de la liberté de choix à l'époque et très vite on a entendu parler ensuite des premiers effets indésirables, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour l'anecdote, en fait, c'est Dominique du VIAC 19 qui en fait a fait le portrait de Julia. Julia Walter, qui est une victime des vaccins sur Haguenau, vraiment tout près de chez nous, et en fait qui nous a mis en lien, parce qu'il savait que nous on était actifs dans l'espace public pour dénoncer un petit peu tout ça. Et la rencontre avec Julia, ça a été vraiment le détonateur qui a fait que pour la première fois, nous on voyait une victime de visu, et puis qui en plus a très vite pris en charge sa situation. Elle a porté plainte contre Pfizer au tribunal judiciaire de Paris. Expertise médicale. Elle a fait une demande d'expertise médicale au tribunal judiciaire de Paris. Très vite, nous, ça nous a mis en lien avec une personne. Et puis, il y a eu cet événement aussi marquant des rencontres citoyennes internationales de Vierzon qui sont déroulées en 2024 ici, et où pour la première fois, il y avait vraiment tous les collectifs et associations représentant des victimes qui étaient présents. Et on a pu aussi rencontrer d'autres personnes et on a eu ce déclic de se dire ok, près de chez nous, on va faire quelque chose. On sait qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit. À Victime, ils étaient déjà plusieurs centaines et on s'est dit c'est sûr, en Alsace, il y a des personnes qui sont toutes seules, qui engagent peut-être des choses ou pas, et nous on va faire ce travail de prise de conscience en proximité, en parlant toujours des deux versants de cette même pièce qui sont les soignants et les victimes. Et donc aujourd'hui, on est 80 adhérents. On a monté un partenariat avec 2 cabinets d'avocats. Une avocate, Nancy Rizaché, avocate au barreau d'Épinal dans les Vosges, et Maître Bessie qui a pu prendre la parole aussi tout à l'heure dans le cadre des points de justice, qui est avocate au barreau de Chambéry. Et donc ces 2 avocates proposent des conseils juridiques gratuits, parce que ce qui est important aussi, c'est de connaître ses droits. Donc au niveau de l'accès aux droits, malheureusement, dans le droit commun des administrations, toutes les questions autour de cette vaccination et de nos droits ont été complètement écartées. Donc c'est pourquoi nous on propose une offre spécifique, avec des avocates engagés qui peuvent renseigner sur les droits des personnes. Nous on fait aussi, on accompagne et on oriente les personnes vers tous les services qui existent aujourd'hui au niveau national. Donc Solidéclat avec la déclaration à la pharmacovigilance, Dominique qui fait aussi ses portraits et que nous on édite à chacune de nos manifestations. Et aujourd'hui, au départ il n'y en avait que quelques-uns, il en a plusieurs centaines aujourd'hui. Et même nous maintenant en Alsace, Lorraine et Grand Est, on commence à avoir pas mal de portraits, et c'est ça qui interpelle les gens quand ils passent, c'est de réaliser qu'en fait ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher un membre de sa famille, ça peut toucher un voisin, un collègue. De cette prise de conscience-là, de se dire en fait c'est un sujet qui n'est pas comme ça perdu n'importe où dans le pays ou à l'étranger, c'est à côté de chez moi. Donc ça c'est vraiment nous, notre démarche, et les portraits de Dominique aident beaucoup aussi là-dessus. Comme dit, ça remet de l'humain, ça met des visages, ça met des noms, ça met des situations concrètes, des vrais vécus au centre de ce sujet-là. Donc on accompagne aussi les personnes à rédiger des témoignages. C'est vrai que ça peut être aussi thérapeutique, comme dit, de prendre pour la première fois la parole auprès de personnes ou de passer par l'écrit. Ça peut faire partie aussi du processus psychologique et médical, de prendre un moment de recul, de poser les choses, et chaque chose en son temps. Donc nous, depuis le début, on a été sollicités à peu près par à peu près 115 personnes, on va dire, depuis notre existence. Et on se rend compte que ça met du temps entre une personne qui va commencer à juste nous poser des questions, le délai après lequel finalement elle va se dire tiens, pourquoi pas rejoindre une association, pourquoi pas témoigner. Des fois en fait il va se passer 1 an et engager du coup maintenant des démarches. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que sur la partie juridique aujourd'hui, elle est essentielle, même si c'est un combat qui est dur, même si c'est long. En fait, si le sujet il sort à un moment donné,
Je veux dire, l'État, ils vont pas demander au fait c'est qui avait des problèmes suite au vaccin. Ils vont partir de dossiers qui sont déjà préalablement constitués. Ils vont partir de cas où il y a des écrits, où vous avez fait des mails, où vous avez saisi des administrations, où vous avez parlé de votre situation. Ceux qui sortent de nulle part, ils vont vous dire bah, vous êtes bien gentil, ça fait 10 ans, c'est passé, vous étiez où, vous n'avez rien engagé, il faudra aussi pouvoir le prouver. En attendant, on voit que bah, voilà, des personnes aussi qui sont proches de la retraite, elles passent retraitées, les archives, bah, c'est encore plus difficile d'avoir accès aux papiers, etc., au niveau de la médecine du travail, enfin, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Donc que vous soyez prêt aujourd'hui ou pas à monter un dossier en justice, gardez tous les papiers que vous avez, tous les écrits que vous avez, et si vous n'étiez pas consentant à l'injection, c'est pareil. Si vous l'avez dit à, je sais pas, à un collègue, à un supérieur, demandez des écrits pour tout. Un médecin qui vous dit peut-être c'est l'injection, ok, mettez-le par écrit. Maintenant, il va falloir, comme dit, aussi inverser ce rapport de force. Vous l'avez dit, maintenant, les médecins eux-mêmes, ils peuvent être inquiétés, les médecins injecteurs peuvent être inquiétés, mais il y en a beaucoup encore qui ne le savent pas, ça. Et je pense qu'on a aussi ce devoir un petit peu d'être le relais de ça, de les alerter là-dessus, de les sensibiliser là-dessus, et de leur dire, bah voilà, vous avez un doute, vous pouvez simplement dire que vous avez un doute, hein, vous n'êtes pas obligé de l'affirmer. Après, charge aux administrations de poursuivre le travail. Mais vous, aujourd'hui, vous avez besoin de ces documents. Baissez pas la tête, baissez pas les yeux. Je veux dire, c'est vos vies qui sont en jeu, et ils ont ce devoir aujourd'hui, voilà, de réparer, de faire un pas en avant, et de vous écrire des choses. Et même s'ils ne le font rien qu'anonymement, et ben ils le font anonymement, ils y mettent leur établissement. Enfin voilà, il y a des petites choses, mais effectivement, il ne faut pas lâcher. C'est vraiment important. Ce que je voulais aussi peut-être juste terminer là-dessus, comme il le disait aussi tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'effets indésirables, voilà, assez rapides suite aux injections. Ce que là, on commence à observer partout, c'est des personnes qui allaient bien jusqu'à maintenant, et qui là, d'un coup, ça fait quelques mois, on entre là dans les effets indésirables à moyen terme. On a été contacté récemment par une personne qui a fait 5 péricardites depuis le mois de septembre, à 35 ans. C'est du jamais vu. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier aussi dans ce combat, la question des mamans qui ont été injectées avec les bébés. Qu'est-ce qui va se passer pour ces bébés? Quelles pathologies peuvent développer? Et on a aussi là récemment des personnes aussi qui engagent des recours individuels sans être encore en lien avec des assos, et vu que les dossiers commencent à avancer, ils commencent à se rapprocher d'associations. Donc ça, c'est aussi très positif, c'est de savoir que là, nous, on est en lien aussi entre nous, mais il se passe plein de choses en dehors de chez chacun. Et là, ce qui est vraiment incroyable, donc, par exemple, nous à Strasbourg, il y a une personne qui a perdu son bébé suite à une injection pendant sa grossesse, et qui là a déposé aussi un recours localement en impliquant à la fois les laboratoires, l'État, l'ONIAM. Et voilà, comme dit l'ONIAM, on sait aussi comment les choses se passent, mais c'est pareil. En fait, il faut les pousser dans tous les cas à donner une conclusion. Cette conclusion, elle peut être contredite, ils peuvent être poursuivis pour manquement, mais en fait, il faut qu'ils posent des écrits pour pouvoir contredire derrière et pas lâcher l'affaire. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, la lutte, elle est longue, elle est compliquée. Nous maintenant, là, on est en mesure de proposer en fait une aide financière pour chaque recours juridique qui est déposé, que ce soit par les soignants ou les victimes. On est sur une aide par dossier de 300 € fixe. Et voilà, petit à petit, on va avancer comme ça, près de chez nous, en se mettant en lien aussi avec les autres associations. Et je me permets de lancer un appel. On aurait besoin maintenant, aujourd'hui, d'avoir des médecins, des soignants qui sont compétents pour faire des diagnostics ou pour donner des avis, parce que voilà, il y a ce triptyque là qui se met en place avec les laboratoires, l'ONIAM, le patient, un avocat, mais on aurait besoin en fait qu'il y ait des médecins qui s'y connaissent et qui puissent faire une petite analyse par rapport un petit peu au diagnostic, à nous dire oula, là sur ce dossier, il faut peut-être creuser plutôt ça, ou dans le rapport de force au niveau avec l'avocat, mettre peut-être plus l'accent là-dessus. Nous, on va avoir besoin maintenant d'expertise médicale, parce que là, au niveau des compétences, voilà, sur la mise en lien, ça se passe bien. On a besoin de rentrer maintenant dans le détail des dossiers et de pouvoir lever des lièvres quand il y en a. On a vu aussi sur certains dossiers qu'il y avait des experts médicaux de l'ONIAM ou qui sont directement désignés par le tribunal, qui ont des accointances avec les laboratoires aussi. Donc c'est pour ça que nous, en face, on n'a pas le choix, il va falloir s'armer, et donc on a besoin aussi maintenant de médecins compétents pour faire des analyses, nous donner juste des informations qu'on puisse donner clé en main à l'avocat de la défense pour qu'il puisse absorber aussi tout ça. Voilà, donc, je terminerai là-dessus. On est une toute petite association, hein. Nous on fait notre part sur les personnes autour de chez nous, et puis voilà. J'ai une question sur les médecins injecteurs, mais il n'y avait pas que des médecins.
Ah oui, bien sûr, et puis on ne connaît pas toujours les noms, ça a été anonymisé aussi. Ça vaut pour les autres aussi. Ça vaut pour les infirmières, bien sûr, bien sûr. Ça vaut pour les sages-femmes, pour les pharmaciens, c'est pour les individus qui sont D'accord. Bien sûr, et puis... Mais c'est important de le préciser parce que... Oui, c'est des gens qui avaient le droit de le faire. Et il faudra le leur rappeler sur l'obligation contre la grippe aussi, vaccinale contre la grippe qui arrive, hein, qu'il soit faite dès le départ. Parce que là, ils pourront plus dire on ne savait pas. Voilà, merci Cynthia. On connaît plus sur ton association régionale. On va essayer de faire plus. Alors, je m'appelle Julia Walter. J'ai décidé de passer après Macha parce qu'elle a énoncé beaucoup de choses et on se reconnaît tellement dans ce témoignage et forcément. Voilà, à ma deuxième dose, je vais être rapide, j'ai fait une péricardite post-vaccinale attestée par le cardiologue des urgences de Lyon. Donc j'avais la chance en 2021 d'avoir un papier qui attestait que c'était post-vaccinal Pfizer. Et ça c'était énorme ce que j'avais entre les mains. J'ai commencé à chercher des réponses parce que ce que je vivais était une totale injustice. J'avais pas demandé à vivre ça. C'est vivre des douleurs au niveau du cœur alors qu'on ne sait pas ce que c'est. Et avoir l'impression qu'on est en train de mourir. Pareil, j'ai 2 enfants qui maintenant ont bientôt 12 et 14 ans. Mais à l'époque, elles étaient plus petites que ça. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, des allers-retours, de l'angoisse, la peur de mourir. Enfin, je suis passée par des moments terribles. J'ai mon sang qui a changé aussi tout de suite suite à la vaccination. J'étais magnétique, je pouvais faire tenir la petite cuillère à mon bras gauche et du côté de mon sein gauche. Ça a duré quelques mois. On avait du mal à me perfuser. Lors de mon premier IRM cardiaque au mois de novembre 2021, on a dû galérer, ils ont galéré à me trouver une veine parce que ça coagulait, ça claquait. Et même l'infirmière m'a dit j'ai jamais vu ça. Voilà, et puis quelques mois après, mon état, ça n'allait pas mieux. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du dos. J'étais assistante maternelle, je gardais 4 à 5 enfants. Je faisais 50 heures par semaine, donc comment vous dire que c'est sport, les allers-retours à l'école et tout ça. J'ai développé par la suite une spondylarthrite ankylosante, où j'ai le gène HLA-B27 qui est négatif. Je suis tombée malade tous les hivers. J'ai enchaîné 2 Covid à un an d'intervalle où j'étais malade comme un chien. En février 2023, système immunitaire mais complètement au sol, j'ai fait une grosse grippe qui m'a valu 2 hospitalisations. Des mois et des mois pour me relever et me remettre. Et c'est là qu'après j'ai rencontré Dominique qui m'a mis en lien après avec Cynthia et Joël. Entre-temps, j'ai développé d'autres symptômes, des troubles cognitifs, des pertes de mémoire. Grâce à Macha et Mathieu, j'ai pu consulter un interniste sur Paris qui m'a trouvé aussi l'encéphalomyélite myalgique dont je souffre. J'ai pareil un syndrome d'activation mastocytaire, un SIBO. Récemment, j'ai développé du psoriasis au niveau du cuir chevelu. Je ne vous raconte pas avec les cheveux bouclés, c'est sympa. Qu'est-ce que je dis ? L'embolie. Et là, je sors. Je sors de l'hôpital, j'étais malade là encore une fois depuis la dernière semaine du mois de août l'année dernière jusqu'à début janvier où j'ai enchaîné grippe, bronchite, Covid, sinusite. J'étais complètement à terre et là en fait ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière j'ai eu un violent malaise cardiaque. Il faut savoir que la péricardite était encore, elle est chronique, elle est toujours là, ça part pas. Et donc je pensais que j'étais en train de refaire une réinflammation de ce péricarde. J'ai pas été aux urgences tout de suite parce que j'étais toute seule avec mes enfants. Il y a mon mari qui travaille. Moi, je peux savoir que je suis handicapée à 80% par NDPH. J'ai une auxiliaire de vie, j'ai une ergothérapeute qui est venue me mettre plein de choses en place à la maison pour me soulager dans mon quotidien. Et l'auxiliaire de vie vient me faire les repas du soir parce que moi en fin de journée, vous voyez dans quel état je suis. Et donc j'ai pas forcément alerté ma maman qui est très 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 présente. Et donc le lendemain matin j'en ai parlé à mon mari de ces violentes douleurs qui voulaient m'emmener aux urgences, sauf que en fait je sortais de 3 semaines de tous ces virus où j'en pouvais plus et je ne voulais pas retourner aux urgences parce que je me chopais encore un truc. Il y a tellement de malades.
Et du coup, j'ai patienté le week-end. Finalement, lundi soir, j'ai appelé ma mère au secours en disant emmène-moi aux urgences parce que là, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai déjà mis 3 heures avant de pouvoir être pris en charge, prise de sang, etc. Donc j'ai attendu 5 heures avant de pouvoir faire tout ça. Et en fait, à 5 heures du matin, choc, on m'annonce que j'ai fait une embolie pulmonaire suite à l'angioscanner que j'ai passé. Et j'ai appris là 2 jours parce que j'avais même pas récupéré tous les comptes rendus, c'est mon médecin traitant qui me l'a donné. Donc j'ai fait une embolie pulmonaire bilatérale, c'est-à-dire j'ai fait un KO dans chaque poumon. Donc je suis sous anticoagulant là, à haute dose pendant 7 jours. Et après j'en ai au minimum 3 mois de traitement. Mon médecin traitant qui m'appelle pour me dire Madame Walter, vous voulez pas vous arrêter? J'aimerais bien m'arrêter en fait, j'aimerais bien que ça s'arrête, sauf qu'en fait plus le temps passe et plus mon état s'aggrave. En fait, je vais avoir encore des examens à passer parce qu'il veut savoir d'où ça vient. Donc moi je l'ai dit, clairement ça vient du vaccin. Ça fait 4 ans et demi que je me bats. Évidemment, avec cette injustice que je vis, j'ai lancé une expertise médicale en février 2022 au tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître la péricardie, parce qu'à l'époque je n'avais que ça. C'est plus tard que tout le reste s'est rajouté, sachant que j'avais pas de soucis particuliers de santé avant. J'ai la preuve aujourd'hui, avec une prise de sang en Allemagne aussi, que j'ai encore de la protéine spike vaccinale dans mon sang. Après tout ce temps. C'est toujours pas parti, alors ça passe après 48 heures, j'ai vraiment envie de rire. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait 4 ans que je suis en procédure. On arrive tout doucement en fin de procédure. On devrait avoir le 27 février les conclusions du tribunal. Et puis soit avant l'été, soit à l'automne, une plaidoirie qui devrait se dérouler à Paris. Voilà, donc je lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout, ce sera le combat de ma vie. Comme disait Macha, avec la mort qui nous arrêtera, pour nos enfants, pour notre famille de cœur qu'on aime, et que grâce à vous, ça change tellement de choses et ça permet tellement de pouvoir tenir au quotidien, d'être tous ensemble. Et moi j'avais besoin de ça aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui me disaient mais je ne pensais pas que tu serais là aujourd'hui, mais sauf si j'avais été hospitalisée, je ne serais pas venue, mais j'arrêterai pas, je me battrai jusqu'au bout et on lâchera rien, merci. Bonjour tout le monde, moi j'ai pas du tout l'habitude de témoigner, en général c'est plutôt ma fille. Aujourd'hui ma fille est très fatiguée, donc moi je suis maman d'une victime. Donc j'ai une fille qui aujourd'hui a 20 ans et le 13 février 2022, suite à 2 injections et un Covid, en fait, elle a perdu toute autonomie. Le matin elle s'est levée, elle était debout. L'après-midi, elle a ressenti une décharge électrique qui partait des pieds jusqu'à la tête. Et là-dessus, son papa lui a dit « Va te mettre sur le canapé, repose-toi ». Et quand elle s'est relevée après sa sieste, en fait, ses jambes ne la portaient plus. Ses jambes, c'était une poupée de chiffon, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé là-dessus, comme c'était une battante, c'était une jeune fille qui était brillante scolairement, qui faisait du sport, engagée au niveau de la commune, qui avait beaucoup d'engagement et tout. Très pugnace et tout, donc elle a essayé de prendre une chaise, de s'asseoir autour d'une table. Elle avait sa petite sœur qui était en train de faire un exposé, et là elle prend les ciseaux pour l'aider à découper, et elle a le bras qui part comme ça, elle avait les bras qui partaient dans tous les sens et tout. Elle me regarde, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Après on mange, elle a la fourchette comme ça et tout. Donc c'est une jeune fille aussi qui est remplie d'humour. Donc nous on habite une maison qui est en duplex, les chambres sont à l'étage. Et le soir, elle me dit c'est normal, maman, t'as 16 ans, on monte les marches sur les fesses. Elle monte les escaliers en reculant sur les fesses, comme ça. Elle se couche dans le lit, elle était avec sa petite sœur. Et puis en fait, le matin, je vais voir la petite sœur elle me dit je n'ai pas dormi de la nuit. Toute la nuit, le lit a tremblé. Je dis mais comment ça, le lit a tremblé? Et en fait, ma fille, dès qu'elle tendait ses jambes, comme ça, elle avait les membres qui partaient dans tous les sens. On ne pouvait même pas imaginer ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle le SAMU. Le SAMU m'explique que en fait, c'est de la fièvre. Elle a le Covid, c'est la fièvre, c'est des frissons. J'ai dit non mais monsieur, c'est pas des frissons. Est-ce que vous avez pris une température rectale? J'ai dit non, je ne sais pas de thermomètre rectal. À 16 ans, c'est un peu compliqué de prendre une température rectale. Et donc on laisse passer la matinée. Entre midi et 2, son papa revient, me dit comment ça va, Mariama et tout. Et en fait, j'ai dit ça va pas mieux et tout. Donc on rappelle les pompiers. Et là, à nouveau, ils me refont le sketch de la température rectale. Enfin bon, voilà. Et donc là, ma fille décide de prendre le téléphone et de leur expliquer ce qu'elle ressent.
Il dit, ah mais non, mais nous on ne va pas venir de toute manière, si vous voulez, vous venez aux urgences. Donc moi j'appelle mon médecin, je lui demande si on peut avoir un fauteuil roulant, puisque même si elle a 16 ans, elle est beaucoup plus grande que moi, beaucoup plus costaud, enfin à l'époque du moins c'était le cas. Et donc on part à la pharmacie, il y avait un fauteuil pour une personne de 10 ans, donc voilà, je la mets dans le fauteuil, on part à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital et forcément ça fait comme une crise convulsive sur le fauteuil. Donc il y avait des pompiers, ils disent ah elle convulse. Puis non en fait, elle est là, elle est présente, avec sa tête est là. Donc ils disent ah non c'est pas des convulsions. Donc en période de Covid, elle a plus de 16 ans, moi je peux pas aller avec elle. Voilà, j'attends dans la salle d'attente. Au bout d'un moment, on me dit vous pouvez venir. Je rentre dans la chambre et là je vois du sang partout dans la chambre. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Les infirmières on m'a dit elles ont dit qu'elle avait des tremblements, mais c'est pas des tremblements ça. En fait, elles avaient essayé de la piquer, comme les bras partaient dans tous les sens, il y avait du sang partout. Bon, après, ma fille, elle était bien, enfin, on va dire, sa tête était... ça allait. Et donc, en fait, quand elle avait ces mouvements... Alors maintenant, voilà, on va dire, c'est des spasmes... non, des spasmes musculaires. Voilà, ils appelaient ça des spasmes musculaires, c'était pas des tremblements, des spasmes musculaires. Donc, à chaque fois qu'elle avait ces spasmes musculaires, elle avait les battements de cœur qui allaient à plus de 180. Donc, du coup... Forcément, au niveau de l'hôpital, ça sonnait partout, tout le monde arrivait en courant, ils étaient en scaphandrier et tout, enfin bon voilà. Et au bout d'un moment, un médecin rentre dans la chambre et là dit, sans rien, sans aucune protection, il dit, votre fille elle a rien, c'est psychologique, il faut qu'elle pense à la mère. Alors là, je regarde ma fille, je dis, écoute, pense à la mère, il n'y a pas de souci, pense à la mère. Il dit, ne vous inquiétez pas, dans 1 heure, elle va remarcher. Ok, moi ce que je veux, c'est que ma fille elle remarche. Voilà. 1 heure après, il revient, il essaye de la lever, puis il se rend compte que non, elle ne marche pas. Donc il revient, il lui donne un peu plus tard, il revient, il lui donne un demi-atarax, il dit alors écoute, je te donne ce comprimé, tu vas prendre ça pendant 3 jours et après tu le jettes, parce que sinon tu vas avoir une dépendance. Déjà c'est très rassurant, je veux bien de dire ça à un adolescent. Au final il n'y avait pas d'évolution, puisque nous sommes donc le 31 janvier, c'est ça ? 31 janvier 2026. Depuis le 13 février 2022, c'est ça, depuis le 13 février 2022, ma fille ne marche pas. Pendant 18 mois, elle est restée sur le fauteuil roulant. À un moment, elle a eu cette idée de se dire « Ah, mais peut-être que si je prenais des attelles articulés, le fait qu'il y ait un peu de flexion, ben, je pourrais avoir un peu plus d'autonomie. » Donc voilà, c'est ce qu'elle a. Mais donc nous, en fait, moi, ce qui s'est passé, et c'est vrai que je veux dire un grand merci à l'association A-Victime, parce qu'en fait, nous, on a eu une errance médicale jusqu'à février 2024, hein, j'ai envie de dire. Voilà, puisque c'était psychologique, on a vu je ne sais combien de neurologues. Moi, j'ai des neurologues qui m'ont regardé dans les yeux en me disant « Madame, moi, si j'avais une fille dans l'état de votre fille, je l'internerais directement en psychiatrie. » Donc, j'avais été éduquée, on parle bien au médecin, donc j'ai absolument rien dit, mais ma fille, elle l'a regardé, elle lui a dit « Écoutez, si c'est ça votre solution, je préfère rester sur mon fauteuil. » Voilà, il n'y a pas de mot à dire. Donc, en fait, en février 2024, je suis venue, j'étais en pleurs, je faisais que pleurer, enfin voilà. C'était très dur. Et donc, il y avait des affiches, et je vois en fait le portrait de Mathieu, et puis je vois problème de la marche et tout, donc je discutais avec Mathieu, il me parle de l'association A-Victime. Donc c'est comme ça que j'ai adhéré à l'association, et en fait, donc j'en ai parlé à ma fille. Après, ce qui est très compliqué, c'est que c'était à la veille de ses 17 ans, aujourd'hui elle a 20 ans. Là, comme elle me dit, c'est tous des adultes. Moi, ma vie, elle n'était pas construite en fait. Elle est pas scolarisée. Aujourd'hui, elle a l'AH, elle aimerait travailler, mais si elle travaille, elle va perdre son AH. Voilà. En septembre dernier, nous sommes partis aux UER de Castres, parce que bon, moi, je connaissais Macha, Julia, je les avais rencontrés. Mais pour moi, c'était important que ma fille, à un moment, les rencontre dans la vraie vie, quoi. Sur les réseaux, c'est bien, mais voilà, parce que ma fille témoignait pas mal sur les réseaux. Et en fait, quand elle a discuté avec les membres de l'association, ils lui ont tous dit « il faut que tu ailles voir le docteur Force ». Donc, en novembre dernier, elle est partie voir le docteur Force et il lui a posé un diagnostic. Et donc, le diagnostic, c'est une EM, une encéphalomyélite myalgique. Voilà. Donc, elle est sortie de là, elle me dit « Maman, ça y est, j'ai un nom pour ma maladie ». Je me dis « ouais ». Elle me dit qu'elle a un nom, mais c'est pas ce qu'il y a derrière en fait. Donc aujourd'hui, elle, son combat, c'est j'ai pas envie de parler de la maladie, je fais ce que je peux, au mieux, parce qu'on a essayé les centres de rééducation, mais au final, ça l'a bousillé complètement. Pour les crises convulsives, il a fallu qu'elle aille en vacances en Angleterre, qu'elle fasse des crises convulsives pour qu'on lui donne un traitement, puisqu'en France, on n'était pas capable, c'était des CNEP.
Hein, les crises non épileptiques psychogènes. Voilà, ça c'est des mots, en fait, pour tout, c'est comme les troubles neurologiques fonctionnels, enfin voilà. Et puis c'est psychologique, voilà. Mais voilà, moi je tenais vraiment à dire un grand merci donc, aux organisateurs déjà chers à tout cœur, parce que vraiment ces rencontres c'est juste, voilà. Et puis à l'association Victime, on a eu notre dose, oui mon cycle, enfin toutes ces associations, parce que c'est vrai que moi depuis que je les ai rencontrées, j'ai plus l'impression d'être seule, voilà. Et puis donc depuis Castres, ma fille elle a eu un parrainage. Elle fait partie de la grande famille, c'est le docteur Oridan, voilà, qui sont pas. Voilà. Merci. Et elle est exceptionnelle. Un peu comme Macha, j'avais mon mari qui était en milieu hospitalier, il ne voyait pas d'inconvénient à l'injection quand je l'écoutais. Un peu comme Macha, parce que j'ai une enfant en situation de handicap et pour pouvoir aller au service neurologie de l'hôpital, il fallait que je sois un parent vacciné. Donc je me suis fait vacciner 3 fois. Donc 2 fois Pfizer, 1 fois Moderna. Donc moi je suis de Vierzon. J'ai été vaccinée ici, exactement. Première injection, j'ai fait... je suis rentrée chez moi, j'étais un petit peu les joues comme du carton-pâte. J'ai un terrain allergique depuis ma jeunesse. Je suis arrivée chez moi, j'ai dit bon ben voilà, je suis en train de faire une petite allergie. Deuxième injection, je signale ce symptôme, on me dit on ne va pas vous garder 15 minutes mais 30 minutes. J'avais le masque et puis au bout de 15 minutes on vient m'interroger, je dis ouais je me sens pas très bien quand même. Et là on soulève le masque, je dis bon, je suis pas trop bien. Et puis tout d'un coup c'est monté aux yeux, c'est redescendu, je me suis retrouvée avec un casque. J'ai fait un choc anaphylactique et finalement les pompiers sont venus me chercher. On m'a dit vous êtes notre 10 millième injection, vous êtes notre premier cas. Donc j'ai fini aux urgences. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, je suis rentrée chez moi. J'ai dit oui, mais pour la 3e injection, je fais quoi? Donc je suis venue toquer à la porte d'ici. J'ai demandé à parler au médecin. Qui s'est occupé de moi et on a refusé de me laisser rentrer. On a fait venir le gardien pour me mettre dehors. Il y avait le numéro sur la porte de l'ARS, j'ai téléphoné. Donc s'ils ont enregistré mon appel, il est enregistré en tout cas. J'ai dit mais moi je fais quoi parce que là je suis toute seule. Et donc le médecin urgentiste disait vous devez retourner voir le médecin qui vous a vacciné. Et ici on me disait il faut que vous retourniez aux urgences. Voilà. Donc chacun se renvoyait à Bâle. Du coup je suis allée au centre d'allergologie parce que c'était une allergie. Là-bas ils m'ont fait un protocole 5 jours avant, 5 jours après. J'ai été piquée une 3e fois, là ils m'ont dit du coup on va faire du Moderna, je l'ai fait en mode hospitalisation. Vu que j'étais sous protocole, j'ai pas fait de choc allergique. Par contre, j'ai développé des problèmes aux yeux. Donc je me dis je ne vois plus, je n'arrivais plus à voir. Je change mes lunettes, je ne vois toujours pas. L'ophtalmo il m'envoie balader, clairement. Et puis je suis tombée sur une opticienne formidable qui m'a dit écoutez, moi ça m'inquiète vos problèmes aux yeux, ça vient pas de vos lunettes. Et c'est l'opticienne qui m'a envoyé voir un orthoptiste qui me l'a écrit noir sur blanc, c'est bien dû au choc. Donc j'ai mon œil droit et mon œil gauche qui ne travaillaient plus ensemble. Et c'est pour ça que j'avais continuellement besoin de faire cette mise au point là, tout le temps en mode focus. Et je ne voyais plus rien sur l'écran de mon ordinateur au travail. J'avais aussi la paupière qui palpitait, beaucoup de fatigue. Donc j'ai fait plein de séances d'orthoptiste. Si ça récidive, je dois recommencer. J'ai des petits exercices quand je suis fatiguée que je dois faire parce que je le sens venir. J'ai aussi développé, alors ça on n'en parle pas beaucoup, mais des acouphènes. Alors chez la victime, on a un sous-groupe d'acouphénistes. Mais on n'en entend pas trop parler, c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que parfois on ne fait pas le lien de cause à effet, mais je souffre beaucoup d'acouphènes. On a dans notre sous-groupe victime des gens qui parlent de se suicider, tellement c'est insupportable, parce que c'est pas visible.
Là, moi, je suis en pleine crise d'acouphène avec le bruit qu'il y a dans la salle et je sais que je vais passer une soirée horrible. Dès que je vais me retrouver dans le silence, ça va être terrible. Donc, c'est beaucoup de souffrance. Alors, j'ai j'ai une fatigue chronique. J'ai eu des problèmes dans le travail parce que je voyais plus, je supportais plus le bruit. Comme tout à l'heure, Romane, je vis la même chose mais avec les oreilles. Quoi. Voilà, donc mon employeur n'a rien trouvé de mieux que de faire travailler avec un casque, la réduction de bruit. Voilà, donc isolement total. J'entends plus mes collègues qui parlent. En réunion, je supporte pas dès qu'il y a un petit bruit. Que moi seule j'entends en fait. Mais il y a bien un bruit. Mais ça a décuplé mes capacités auditives parce que j'entends super bien. J'entends même la pompe qui essaie de s'activer dans le puits de mon voisin 5 mètres sous terre. Voilà. Donc, mais bon, pas si fort, mais pas de la musique à côté. Donc, je me prive d'aller au restaurant quand la musique est trop forte. Je demande sans arrêt, mettez-moi pas sous une enceinte, un peu ce que Morgane disait tout à l'heure, hein, en mode chaud-froid, mais moi c'est en mode bruit que je le vis. Il se trouve que ma soeur, qui est 2 ans mon aînée, elle s'est retrouvée au supermarché un jour et elle me dit mais je vois plus les prix. Et je lui dis ça ressemble bien à ce que moi j'ai eu. Donc effectivement elle a eu ce problème aux yeux mais avec un effet retard sur moi et elle n'est pas allergique elle. Et du coup elle a dû consulter le même orthoptiste que moi. Est-ce que c'est parce qu'on a la même biologie, les mêmes parents biologiques, je ne sais pas. Elle a eu quand même des symptômes moins gravement que moi. Ceci dit, je viens de la perdre parce qu'elle est décédée d'un turbo-cancer. Donc elle était maîtresse d'école, elle a dit au revoir à ses élèves et elle n'a pas fait sa rentrée. Et elle a su, elle est décédée au mois d'octobre l'année dernière, 15 jours avant de décéder, on lui a annoncé qu'elle allait mourir. Donc elle est rentrée à l'hôpital mais directement sans palliatif. Voilà, elle avait 52 ans et j'ai envie de l'honorer parce que c'était une personne formidable et moi je suis convaincue qu'elle est décédée des suites du vaccin. Parce que le turbo-cancer, c'est pas normal d'avoir une masse de la taille d'une orange sur un rein quand on n'a aucun antécédent médicaux et qu'on meurt si vite. Non, voilà. Donc c'est aussi, je voulais témoigner pour elle parce que voilà, je l'ai perdue. C'était quelqu'un de précieux dans ma vie. Je comprends votre deuil avec Mélanie, je me reconnais un petit peu là-dedans. Moi, ça a été beaucoup plus fulgurant. Mais je suis contente je l'accompagnais chaque jour. Elle est décédée là, à l'hôpital de Vierzon. Et elle demeure dans mon cœur et je continuerai à me battre pour elle. Voilà aussi. Parce que c'est une victime qui ne sera jamais reconnue. Et il y en a tant comme ça, parce que je pense que même elle est décédée en s'imaginant pas du tout, parce qu'elle n'était pas du tout... Éveillée. Ouais, pas du tout éveillée. Et même si je lui disais, tu sais, je crois que c'est le vaccin, parce que franchement, les yeux, on a vécu la même chose. Non, elle était... Tu pourrais faire du témoignage pour elle, mais ça ne correspondrait pas à sa volonté à elle. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ça n'est que mon point de vue. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je pense pas qu'on décède... Bon, il y a des gens qui sont décédés encore plus jeunes, hein, mais je veux dire, quand on est en pleine santé, on ne meurt pas d'un turbo-cancer comme ça. Le turbo-cancer, ça existe même sans les vaccinations, mais pas en telle quantité, quoi. Il y en a beaucoup de...